suis passé d'employé de supermarché à cofondateur d'une entreprise qui emploie 35 personnes. Moi, c'est Christophe, le CEO et le cofondateur de Nalios, et je vous explique tout au Cercle de Wallonie. Et ça, c'est de l'intro. Merci pour ça. Salut Christophe. Salut Jonas, merci beaucoup pour l'invitation. Bon, écoute, merci à toi. C'est la forme? C'est super. Eh bien, alors, je t'explique tout de suite, je te mets dans le bain. Tradition oblige, ici, dans ce podcast, on ne va pas tout de suite te demander ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Alors Christophe, pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Oui, je pense principalement j'ai quelque chose à me prouver. En tout cas, j'ai envie d'être meilleur chaque jour et le meilleur moyen pour le faire, c'est de créer une entreprise, d'entreprendre, de faire de plus en plus de choses et d'amener finalement ma croissance au plus le plus loin possible, si je pourrais dire ça comme ça. Personnel, mais aussi pour Nalios de manière générale. On aura l'occasion d'en parler après. Effectivement, on va pas mal en parler, je ne te cache pas. Alors, on va en parler. Je commence juste par une question, brièvement. Nalios, c'est quoi? Vous faites quoi? Qui êtes-vous? Alors, Nalios, on est spécialiste de l'intégration Odoo. Donc, pour ceux qui connaissent le logiciel, évidemment, c'est un logiciel de gestion d'entreprise. Et on a démarré, pour la petite histoire, à deux avec mon associé Ben. On s'est rencontrés chez Odoo et on a décidé, après avoir travaillé pendant plusieurs années comme consultant, de fonder notre boîte. Et aujourd'hui, on a fondé cette boîte de 35 personnes qui est présente dans 3 pays, 4 agences, donc 2 agences en Belgique, une agence en France, une agence en Suisse. Et on aide les entreprises, particulièrement les PME, à se digitaliser au travers notamment d'Odoo. Alors, l'entreprise, le projet de quelqu'un, c'est toujours un petit peu le résultat de son parcours. On va un peu parler du tien. Christophe, à 17 ans, tu as tout plaqué. Façon de parler. Enfin, façon de parler, je ne suis pas sûr. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Oui, bien sûr. Donc, j'étais dans les études traditionnelles en 4e secondaire. Et l'école, je pensais que ce n'était pas du tout fait pour moi. Et pour des raison familiale, on va dire, donc divorce des parents, quelque chose d'assez classique quand on vit une adolescence. J'ai décidé d'aller travailler. En tout cas, j'ai décidé de me dire, tiens, je ne vais pas rester dans ce système scolaire traditionnel et je vais aller bosser dans des petits jobs parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'arrivais plus trop à me concentrer à l'école, etc. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire au départ en faisant d'abord un apprentissage en carrelage. Donc voilà, ne me demande pas pourquoi. C'est le premier truc qui m'est venu en tête, chercher dans la liste des apprentissages possibles ce qu'il y avait. J'ai vu une annonce et je me suis dit, tiens, j'y vais, quoi. Je prends vraiment le premier truc qui me passe par la main. Et donc j'ai fait ça pendant plus ou moins 4-5 mois du coup. Et puis à 18 ans, je me suis dit, tiens, l'apprentissage, voilà, c'est toujours un système dans lequel tu es à l'école, malgré tout. Tu as 2-3 jours en entreprise et puis 2-3 jours à l'école. Ce n'était pas quelque chose qui me convenait du tout. Et donc, j'ai décidé de commencer à bosser directement. Et donc, j'ai commencé comme réassortisseur de rayons dans un supermarché, Carrefour pour ne pas le citer, du coup. Très, très intense comme période dans le sens où c'était des levées très tôt, généralement à 4h30. Tu commences dans un supermarché à 5h30, 6h. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Et ça m'a vraiment appris le monde du travail, à quel point ça peut être difficile, enfin, la pression peut être importante, en tout cas sur les gens qui bossent dans ce secteur-là particulièrement, mais ça m'a aussi appris une certaine discipline. Donc étant plus jeune, j'avais tendance à énormément jouer aux jeux vidéo, énormément rester chez moi, et donc l'école ne se passait pas très bien. Le fait de se lever tous les jours à 5h30, enfin à 4h30, 5h, pardon, me permettait d'avoir une certaine discipline, et c'est vraiment ce qui m'a remis le pied à l'étrier sur un parcours qui était pas top au départ, quoi. Période salvatrice, quoi. Ça te remet en selle. Ouais, exactement. Donc je me suis vraiment dit à ce moment-là, ok, il faut que je reprenne ma vie en main. J'étais vraiment pas très bien parti, donc j'étais sur une pente totalement descendante à ce niveau-là. Donc les études, comme j'en ai parlé tout à l'heure, étaient catastrophiques. Et ça m'a vraiment permis, sur un petit job comme celui-là, de me remettre le pied à l'étrier et de reprendre un peu le contrôle de ma vie, quoi, concrètement. Tu es resté combien de temps dans ce magasin? 1 an et demi. 1 an et demi, ok. Ouais, j'ai bossé pendant 1 an et demi. Pour la petite histoire, si mon contrat avait été renouvelé, je pense que je serais resté plus longtemps, mais dans le secteur du supermarché, on est souvent, en tout cas à l'époque où j'y étais, souvent sur des CDD de 6 mois, et voilà, ça ne s'est pas renouvelé à l'époque. Et donc voilà, le contrat s'est terminé à ce moment-là. Je me suis dit, mince, il faut absolument que je retrouve un job.
quand tu n'as aucun diplôme, tu n'as rien derrière toi, c'est très difficile de trouver quelque chose. Et donc, je me suis inscrit dans des agences intérim, etc. J'ai quand même réussi à trouver un job au bout de 3 semaines. Enfin, quand je dis j'ai trouvé un job, une agence intérim m'a trouvé un job. Et à l'époque, il n'était pas question de faire la fine bouche, quoi. Donc, je prenais absolument tout ce qui venait. Et le premier truc qui est arrivé sur la table, c'était agent call center. Et donc, j'ai démarré très rapidement, 3 semaines après avoir terminé chez Carrefour environ, comme agent call center, où là, c'est 70-80 appels par jour de clients qui t'appellent parce qu'ils ont des problèmes avec la télé, avec leur Internet, etc. Donc, extrêmement intense comme période. Ça m'a vraiment permis de comprendre ce que c'était que le service client, parce que quand tu prends 70-80 appels par jour, c'est quelque chose qui est forcément formateur, et surtout au niveau de la communication et de la manière dont tu parles. Et donc, extrêmement intéressant aussi comme secteur d'activité. Et là, je me suis dit, bon, journée très intense évidemment, tu bosses le samedi, le dimanche, parfois jusqu'à 22 heures. Et là, je me suis très vite senti dans une situation où je me sentais absolument coincé, quoi, dans ma vie. Donc, pas de possibilité d'avoir une porte de sortie sur un job qui m'intéressait peut-être un peu plus. Et je me suis dit, mince, là, il faut que je fasse quelque chose pour me sortir de cette situation-là. Et c'est là, en fait, où j'ai décidé de reprendre des cours du soir. Et donc, il faut savoir que quand tu termines en 4e et que tu n'as pas ton diplôme de CESS en poche, bah, tu ne sais pas très bien quoi faire. Donc, la première chose que tu fais, c'est que tu dis, tiens, je vais essayer de faire une 5e secondaire, puisqu'on a la chance en Wallonie d'avoir un système qui s'appelle la promotion sociale et qui permet à des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui veulent avoir un diplôme, de démarrer en promotion sociale pour faire leurs études en cours du soir. Il y a également le jury central, mais ça c'est un peu moins quelque chose que je connais. La promotion sociale est vraiment quelque chose qui permet de faire des études complémentaires pour accéder à des diplômes supplémentaires ou à des compétences supplémentaires que tu n'avais pas initialement. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré j'ai fait une 5e secondaire en fait en cours du soir tout en travaillant. Et là j'ai vraiment appris la notion de l'organisation entre le travail d'un côté et le fait de faire des cours du soir de l'autre. Et donc j'avais des journées assez intenses qui, je ne vais pas dire qu'elles ressemblent aux journées que j'ai aujourd'hui, mais en tout cas sont des journées quand même assez longues. Et donc ça m'a aussi appris à faire du travail pendant de longues heures, quoi, finalement. Non, non, continue, mais j'allais dire c'est littéralement du coup ce qui a forgé ta façon de travailler. Si on s'arrête déjà à cette période-là de ta vie, on part du sale John de 17 ans, façon de parler, au mec qui quand même là est organisé, met en place les choses pour gagner sa vie, vivre correctement autant que faire se peut. Ça a encore de l'impact aujourd'hui sur ta vie? Ça a un impact énorme parce que bien que c'était dur, c'était une période très difficile, ça m'a vraiment appris la discipline et le fait de devoir travailler pour arriver à faire quelque chose, quoi. Et donc, je regrette absolument rien de cette période-là parce qu'elle m'a vraiment permis d'accéder à cette discipline et à ce travail dur et au fait de se rendre compte que l'argent, c'est pas facile à gagner. Il faut vraiment se lever tôt et travailler dur, d'arrache-pied pour y arriver. Mais en le faisant, on arrive petit à petit à faire des choses, quoi, du coup. Et donc, j'ai décidé de continuer sur ce cursus, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait la possibilité, sans passer son CESS, donc sans avoir de CESS en fin de cycle, de quand même avoir des études supérieures. Et comment on fait ça? De nouveau, avec la promotion sociale, on peut passer des examens d'entrée qui nous permettent d'entrer dans des études un peu plus élevées, par exemple un bac en comptabilité, ce que j'ai fait. Et donc j'ai passé un examen pour ne pas faire mon CESS et j'ai fait un bac compta en cours du soir toujours, tout en travaillant. Et j'ai aujourd'hui toujours pas mon CESS, quoi, du coup. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que j'ai des études supérieures, mais sans avoir le diplôme de base qui permet à tout le monde de faire des études supplémentaires. Donc c'est ça où c'est intéressant aussi en Belgique, c'est que même si on a l'impression d'avoir raté son parcours initialement, il y a toujours moyen de se rattraper d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc dans mon job initial, j'ai continué à évoluer. Donc en fait, dans le call center, il y a ce qu'on appelle la ligne 1 et la ligne 2. Donc ligne 1, c'est plutôt, en tout cas à l'époque où je travaillais, c'est quand on discute avec les clients. Ligne 2, c'est plutôt quand on discute avec des techniciens. Donc j'ai aidé les techniciens sur le terrain. Ensuite, je suis passé reporting analyst en interne.
Et à un moment donné, il y a eu un job de développeur, de web développeur qui s'est ouvert et j'apprenais un petit peu sur le tas en même temps à développer. Et donc, j'ai pu accéder à ce job-là en même temps. Donc, ça m'a permis aussi d'affiner des compétences qui me tenaient à cœur parce que je pense que j'ai jamais voulu être un développeur. Mais par contre, j'ai toujours voulu apprendre à développer parce que je me suis très vite rendu compte que c'était un des skills les plus importants à notre époque aujourd'hui. Et savoir lire le code encore aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et donc, j'ai suivi ce parcours-là en journée. Et en soirée, j'ai, comme je te l'ai dit, fait un bac en compta. Et j'ai terminé par un master en sciences de gestion à l'université de Namur. Du coup, donc passerelle et master en sciences de gestion. Donc, en tout, 6 années de cours du soir pendant que je travaillais. Donc, assez intense comme période. Et in fine, parcours complet, quoi. Parcours complet. Enfin, Ouais, parcours complet, exact. dans le sens traditionnel du terme, parcours Ouais. complet. Tout à fait. Tu arrives chez Odoo à Ouais. ce moment-là. On Ouais, est en quelle année? C'était en 2017 et c'était la dernière année d'études. Ok. Faut savoir qu'à l'époque où je travaillais chez Odoo, en tout cas où j'ai commencé chez Odoo, il y avait une quinzaine de consultants, et en tout cas en Belgique, et c'était extrêmement intense, quoi. Les 6 premiers mois, c'est d'une intensité folle. Donc j'en ai appris énormément sur les entreprises, et dans le même temps, j'avais mon mémoire à passer en cours du soir, et j'avais tous ces trucs, tous ces cours, etc. Ça a été extrêmement compliqué de terminer l'année d'études, mais je l'ai fait. Et en même temps, j'ai commencé chez Odoo, ouais, tout à fait. Alors, ça se passe comment chez Odoo? D'abord, tu arrives, tu fais quoi? Et sur quelle base on te recrute, quoi? Ouais. Pourquoi tu débarques là? Mais je pense que mon parcours atypique a vraiment pesé dans la balance, même Mhm. si donc, à l'époque, je savais qu'ils cherchaient des gens qui avaient un master, etc. Je ne l'avais pas encore, mais mon parcours était un petit peu différent de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, en tout cas, je pense. Et je crois que ça m'a vraiment permis d'aller chercher ce job au départ. Donc l'anecdote est assez marrante parce que 2 mois avant, je me fais inviter dans un groupe privé sur Facebook, Bitech, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent. C'est un groupe sur la tech en Belgique. Et 2 mois après cette invitation, je vois un message de Fabien sur ce groupe qui dit on recrute des business analysts. Donc Fabien Pinker, c'est le CEO d'Odoo, qui dit on recrute des business analysts. Et je me suis dit, mais c'est intéressant, quoi. Je vais aller voir ce que ça donne. J'ai vu un petit peu, je regarde sur le site à l'époque, je me dis, tiens, c'est marrant, ils sont dans une ferme. Je vais aller voir un peu ce qui s'y passe, quoi. Et donc, je postule là-bas. J'arrive sur place et je m'en souviendrai toujours. J'arrive dans ce couloir où tu as une machine à café dans le fond d'une vieille ferme, hein, donc la ferme 1 à Grand-Rosières. Et à côté, juste à gauche, tu as une borne d'arcade, quoi. Et je me suis tout de suite senti chez moi. Je sais pas comment t'expliquer ça. Le rappel des jeux Mais- vidéo. Ouais, exact, sans doute. Mais je me suis vraiment tout de suite dit, il y a un truc ici, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe. Et donc, j'ai eu à cœur de choper ce job et je l'ai eu en tant que consultant. Du coup, mon rôle, c'était d'aider les entreprises à mettre en place Odoo. Oui, parce que pour remettre en contexte, au moment où tu postules chez Odoo, Odoo n'est pas la success story qu'on connaît aujourd'hui. Enfin, je veux dire, est-ce que tu sais où tu vas mettre les pieds quand tu vas passer cet entretien? Non, c'est un bon point. En fait, c'est vrai que c'est pas du tout la success story qu'on connaît aujourd'hui. Et à l'époque où je suis arrivé, il y avait une quinzaine de consultants, peut-être en Belgique, peut-être un peu plus. Mais il n'y avait pas autant de bureaux qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Il n'y avait pas les milliers de personnes qu'il y a aujourd'hui dans le monde. Quand je suis arrivé, c'était vraiment, voilà, il fallait sortir avec son couteau et essayer de dépatouiller un petit peu les projets comme on pouvait. On était en version 10 et Odoo n'était clairement pas le produit que c'est aujourd'hui. Donc il fallait vraiment se débrouiller et trouver des solutions par soi-même, etc. C'était très intense. C'est ça, tu arrives dans le Odoo, absolument pas tel qu'on le connaît aujourd'hui, Ouais. même au point de vue, pas seulement au point de vue de l'entreprise, mais même au point de vue du produit. Ouais. Tu fais la rencontre de Ben, Ouais, de plein d'autres super collègues, mais tu fais la rencontre de Ben chez Odoo, qui exact. est lui aussi consultant. Ouais, donc Ben est mon associé, hein, du coup, et on se rencontre là-bas et on devient très vite amis. Enfin, on a énormément de points communs et c'est vrai on avait l'habitude de traîner énormément ensemble et à un moment, enfin, au fil du temps, on finit par faire des projets ensemble, etc. Et ça se passe vraiment hyper bien. Et au départ, voilà, on était juste potes et c'est vrai qu'on travaillait dans la même équipe. Ben, à un moment donné, bah, il a quand même pas mal évolué, hein. Il est arrivé bien avant moi chez Odoo, donc 3 ans avant moi, je pense, en 2014. Et il avait beaucoup plus d'expérience que moi en termes de fonctionnel. Et il a vraiment contribué à mettre en place l'onboarding chez Odoo des nouveaux consultants. Donc, il a été parmi les consultants qui ont créé ce système d'onboarding des nouveaux consultants.
Et donc, il a géré cette partie-là pendant un long moment. Et moi, petit à petit, donc, je suis devenu team leader aussi. Donc, Ben était team leader avant moi, mais je suis petit à petit devenu team leader. Et j'ai commencé à gérer une partie d'équipe qui s'occupait de l'avant-vente des grands comptes, ou en tout cas des plus grands comptes, des plus grandes entreprises. Et donc, j'ai commencé à gérer aussi une petite équipe de personnes à ce niveau-là. Et à un moment donné, nous, on voyait la croissance d'Odoo de l'intérieur. Et moi, je suis un fan vraiment absolu d'Odoo. Donc, j'adore le logiciel. Je trouve que la manière de penser, la manière de faire les choses chez Odoo est vraiment, vraiment top. C'est très, très, très facile d'accès pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé un logiciel de gestion et c'est à la fois peu cher pour une entreprise. Donc, ça couvre vraiment, ça coche toutes les cases pour une PME. Ça, c'est clair et je suis un absolu convaincu, mais on a vu la croissance de l'intérieur. Donc, on peut se l'imaginer de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est très, très intense. Et je me souviens très bien d'un jour où on est dans une conférence que Fabien donne, dans un team meeting annuel, et où il dit « Est-ce que vous savez quelle est la part de marché d'Odoo aujourd'hui dans le monde ?» Et tout le monde se dit « Tiens, c'est 4, 5, 10, 15, 20% du marché. » Et là, il montre un slide et il montre c'est moins de 0,1% du marché. Et là, ça a vraiment été un choc pour moi. Je me suis dit wow, je vois tellement d'entreprises qui mettent Odoo en place. Forcément, quand tu es de l'intérieur, tu ne vois que ça. Et je me suis dit, wow, c'est un choc, quoi. Et j'ai dit à Ben ce jour-là, il faut qu'on fasse un truc par rapport à ça. Il y a une opportunité ici, on est assis sur une opportunité qui est vraiment trop belle pour être vraie. Il faut qu'on la saisisse, quoi. Et donc, c'est comme ça que l'histoire Nalios a démarré, finalement. C'est la croissance interne, le fait qu'on s'entende bien, être sur un outil qui est vraiment au top, et se dire, il y a moyen qu'on le fasse pour nous-mêmes, en fait. C'est vraiment ça. Bah, il y a saisir l'opportunité. J'ai l'impression aussi que c'est une marque de ton parcours, saisir les opportunités. On l'entend depuis le début de nos échanges. Je fais une pause à ce moment-là. Vous allez donc bientôt lancer Nalios. Commencer à le sentir en tout cas. J'ai entendu dire qu'avant ça, tu avais quand même fait un client ou l'autre. Ton premier client, tu me diras si c'est une info ou une intox, c'était ton vendeur de parquet. Exactement. Exactement. Ça, il faut quand même que tu nous racontes. Ouais, exact. Donc, avant de parler de ça, je dois quand même tirer mon chapeau à Odoo parce que c'est vrai qu'ils nous ont quand même pas mal aidés au début. Hein. Donc, on a annoncé assez longtemps à l'avance qu'on partait et ils ont vraiment été d'une aide assez importante pour nous et ça nous a vraiment beaucoup aidé à nous lancer au départ, notamment en nous permettant de continuer notre job en préparant le terrain pour démarrer l'entreprise. Donc ça, c'était vraiment chouette. On avait un deal, par contre, avec Odoo, c'était que lorsqu'on a notre premier client, il fallait qu'on démissionne, quoi. C'était vraiment la condition. On ne pouvait pas être en conflit d'intérêts où on avait des clients à la fois chez Odoo et aussi des clients pour nous, forcément. Hein. Donc ça, c'était tout à fait logique. Et en effet, l'anecdote est assez marrante parce que je construisais une maison à l'époque. Et j'ai acheté mon parquet dans une parquetterie. Je vais faire sa pub d'ailleurs parce qu'on s'entend encore très bien aujourd'hui. Parquet numéro 1 à Serein, du coup. Michel, donc. On embrasse Michel. On embrasse Michel, effectivement. Et donc j'achète mon parquet. Et le jour où je dois payer la facture, le commercial qui était au guichet a un problème avec son système de facturation, quoi. Et donc il n'arrive pas à facturer. Et là, il appelle son boss, Michel, qui arrive et qui dépatouille un peu comme il peut la sauce. Et là, je lui dis, écoute, si tu veux, je suis consultant Odoo, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'Odoo, et il se trouve qu'il avait déjà entrepris des démarches pour se renseigner en tout cas. Et je lui dis, mais si tu veux, je peux te faire une démo du système, et si ça te convient, bah, on peut démarrer ensemble. Mais là, tu n'es pas encore lancé. Non, je ne suis pas encore lancé à ce moment-là. Tu vas au couteau, quoi. Bah, je me dis, voilà, là, c'est une chance, quoi. Il faut essayer. Et donc, il me dit, ah ben ouais, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Le lendemain soir, je le vois pour qu'on discute de ses besoins. Je fais une démo dans la foulée et là, il est convaincu, quoi. Il est convaincu et ça se lance. Et donc, je dois pratiquement quitter en catastrophe Odoo parce que ça signe très, très vite. Et donc, sur une semaine de temps, j'avais démissionné et j'avais tout lancé, quoi. C'était parti. Et pour la petite anecdote, ils sont toujours clients chez vous? Ils sont toujours clients, ouais, tout à fait. Je l'ai eu en ligne hier, d'ailleurs. Donc, tout va bien. Et ben voilà. Écoute, super. Alors, on arrive au moment où vous lancez vraiment? Oui. Alors, comment ça se passe?
vous y allez et vous dites, OK, ben, c'est parti, il y en a un premier qui a signé, on va voir comment on fait pour aller chercher un deuxième. Comment tout ça se met en place un peu parce que vraiment, vous sortez d'une boîte quand même déjà bien structurée, même pour l'époque. Comment ça se passe? Oui, mais donc malgré tout, ça a quand même été assez difficile pour nous de quitter Odoo, hein. Donc très honnêtement, si j'avais pas voulu être entrepreneur, je pense que je travaillerais toujours chez Odoo aujourd'hui, tellement cette boîte a une aura, il y a un truc qui existe très rarement dans d'autres boîtes, quoi. Et donc, vraiment, ça a été très dur de quitter. À la fois parce que, bon, on est bien payé, hein, vraiment, ça, il faut le dire. Mais aussi, surtout, ils ont vraiment pu développer une communauté en interne de potes qui s'apprécient, qui sortent ensemble, qui font des trucs ensemble, qui s'entraident sur des projets, etc. C'est vraiment une ambiance unique. En tout cas, je n'avais jamais vécu ça avant. Et donc, le départ se fait quand même assez difficilement. Mais et puis, il faut se lancer, quoi. On se lance en plein Covid en plus, donc confinement oblige, etc. Je pense que ça nous a pas mal aidé quand même, parce que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs de PME se sont quand même dit, il faut qu'on se digitalise. Et je pense que ça a vraiment été un élément de boost pour notre activité au départ. Mais je pense que comme toute entreprise, il faut se lancer et puis il faut commencer à démarcher, il faut commencer à trouver ses premiers clients, quoi. Et les premiers clients sont très difficiles à aller trouver, puisque j'ai eu de la chance avec Parquet numéro 1, mais ce n'est pas toujours comme ça, quoi. Et parfois, il faut ramer pour trouver ses premiers clients. Je dirais que les 10 premiers clients ont vraiment été difficiles à engranger. Mais bon, on ne va pas se plaindre évidemment, puisque sur notre business plan initial, on avait prévu de ne pas se payer pendant 1 an et demi. Donc on avait vraiment préparé des réserves, etc. Et on finit par se payer au bout de 3 mois. On engage Camille, notre première collègue, au bout de 3 mois. Et donc, on ne peut pas dire que ça se passe mal. Mais malgré tout, ça reste. Il faut mettre la machine en route, quoi, on va dire. Mettre la machine en route. Alors, donc, trouver les 10 premiers clients, gros challenge. Il y en avait d'autres à ce moment-là? Ouais, d'autres gros challenges vraiment où tu t'es dit, ouf, là, ça va être chaud, quoi. Ouais, en fait, je dirais que ce qui est difficile quand tu lances une boîte, c'est à la fois, tu as ce principe de haut et de bas où tu vois, tu signes un client et tu te sens hyper bien et puis tu te dis, merde, il faut que je signe un autre parce qu'en fait, ce n'est pas suffisant, quoi. Et donc, tu as constamment ce dilemme à te dire, tiens, est-ce que je vais avoir assez pour payer, parce que quand tu commences à avoir des employés, etc., est-ce que je vais avoir assez pour payer les gens? Est-ce que je vais avoir assez de travail pour pas qu'ils s'ennuient trop? Est-ce que je vais pouvoir me payer moi aussi? Tu vois, donc tous ces points-là sont assez complexes au départ. Puis tu démarres avec un secrétariat social, tu ne comprends pas toujours très bien ce que c'est. Tu dois commencer à t'affilier à une caisse d'assurance sociale, etc., quand tu engages des gens. Donc, ce sont des choses, ce sont des automatismes pour lesquels tu n'as vraiment pas l'habitude, quoi. Et donc ouais, quand tu passes d'une boîte où tu es deux associés finalement et on se marre bien, etc., où tu commences à avoir des collègues qui viennent compléter ton équipe, c'est un vrai challenge. Et donc ça a duré quand même un certain temps. Et un des autres challenges que j'ai trouvé assez intéressant rétrospectivement, c'est le fait de prendre des projets qui ont l'air d'être plus gros que la taille de l'entreprise. Je m'explique. Quand tu es 2 ou 3 et que tu dois prendre des plus gros projets, même si j'avais l'expertise de le faire chez Odoo, mais ce n'est pas la même chose d'avoir 100 personnes qui sont derrière toi, ou en tout cas une équipe de R&D, une équipe de développement, etc. Là où tu es 3 et que tu dois fournir la même qualité de service, mais tu n'as pas de filet de sécurité, quoi. Donc il ne faut pas se louper. Et ça a été un très gros challenge voilà, qu'on a relevé en travaillant d'arrache-pied finalement. Et donc, ça va quand même très très vite. Ouais. Au bout de 3 mois, donc tu as parlé de Camille qui débarque, Ouais. et puis très vite les autres vont s'enchaîner. Ouais. On a une petite surprise pour toi. Pour continuer nos échanges, je vais juste te montrer un petit quelque chose. Ok. Et on va repartir sur nos discussions sur base de tout ça. Ça marche. Mais il y a un peu de vécu. Ok. Je te laisse regarder. Il faut peut-être mettre un petit peu plus de son. Salut Camille. Bonjour. Alors Camille, je le précise tout de suite, Christophe ne sait pas qu'on se voit cet après-midi. On se voit en secret. Parce qu'en fait Camille, tu es la toute première salariée de Nalios. C'est ça. Tu débarques en 2020, mais comment ça se fait? Comment tu as débarqué comme ça chez Nalios avec Ben et Christophe? Oui.
En fait, avant d'aller chez Nalios, j'ai travaillé 2 ans dans une autre entreprise. Et donc, j'avais décidé de changer pour différentes raisons. Et donc, j'avais remarqué durant cette expérience que j'aimais bien tout ce qui était ERP, etc. Donc, on sait que Odoo, c'est quand même assez connu maintenant en Belgique. Et donc, je m'étais orientée vers cette ERP. Et j'avais du coup découvert Nalios en faisant des recherches d'emploi. Et donc, j'ai postulé chez eux. Donc, un jour, Christophe m'appelle et du coup, me propose un premier entretien. Donc, directement très chaleureux, on se tutoie, etc. Très vite à l'aise. On a le premier entretien qui se passe super bien. Et il me propose un deuxième entretien, donc, avec du coup Ben, le deuxième collaborateur. Et donc, ils m'ont invité chez Christophe à l'époque, hein, donc à Liège, dans la maison de Christophe, dans le salon. Et on fait le deuxième entretien dans le salon à 3. Et voilà, quelques semaines après, il m'a recontacté pour me dire que, OK, ils voulaient bien démarrer avec moi. À savoir que quand j'ai passé l'entretien, ils n'étaient pas encore sûrs de s'ils allaient prendre quelqu'un, quand ils allaient commencer, etc. Parce que ça dépendait en fait des projets qu'ils avaient. Entretien d'embauche dans les bureaux de Nalios de l'époque. Ouais. Ça a quand même vachement bien changé. À l'époque, on dit mais n'y va pas. Oui, c'est ça, parce que en fait, quand je commence, ils sont 2. Ils ont ouvert la boîte il n'y a même pas quelques mois. C'est vraiment tout nouveau. Moi, j'avais un job où j'étais bien. Et là, on me propose un job avec deux garçons qui lancent leur boîte et avec un CDD. Et donc, voilà, beaucoup moins attrayant, je veux dire, dans le classique qu'on pense. Et donc, on me dit, mais tu vas pas quitter ça. Ils n'ont même pas de bureau. Ils n'avaient pas de bureau. Donc, s'ils m'ont fait passer l'entretien, c'est vraiment qu'ils étaient à 2 et travaillaient encore chez Christophe, en fait. Et donc, oui, les gens m'ont dit, t'es folle de te lancer là-dedans. Et tu commences là, comme ça, tu sautes dans l'aventure. Vous êtes 3, on est en 2020. Aujourd'hui, on est en 2024. Vous êtes combien ? Ouais, là, on est, je pense, presque une trentaine. Donc, il y a la Wallonie, mais il y a aussi la Flandre, il y a la France et il y a la Suisse et tout ce qui va arriver par la suite. Donc, du petit bureau liégeois à l'international, on va dire ça comme ça. Mais c'est quand même dingue parce que donc ça fait 3 ans que tu es là depuis le tout début. Ouais. Et la plupart du temps, les salariés qui sont là au tout début, quand il y a une croissance telle dans l'équipe et puis dans les différents bureaux, je vais dire, à une expansion pareille, généralement les gens ils restent pas. Et pourtant, toi, tu es encore là. Et en fait, vous êtes beaucoup à toujours être là depuis le début. Ouais. Comment ça se fait ? Ouais, c'est vrai que le socle de Nalios, en fait, les premières personnes, on est toujours là. Hein. Donc en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Tout d'abord, quand on est arrivé, donc il y a une certaine... moi, j'étais toute seule avec eux 2, donc il y a une certaine relation qui se tisse. En fait, c'est 2 patrons qui sont très proches de leurs employés. Donc c'est pas... que voilà, eux, ils vont se mettre dans un bureau à part et qu'ils ne vont pas se mélanger. Donc, en fait, on ne remarque même pas cette hiérarchie chez Nalios, qui fait qu'il y a vraiment un sentiment de famille et d'amitié au sein des relations. Donc, je pense que ça a beaucoup joué parce qu'au-delà du boulot, en fait, on est attaché et il y a vraiment une fidélité auprès de Nalios. Moi, Nalios, je le ressens comme étant vraiment aussi mon bébé, comme eux le ressentent. Donc, on est vraiment très attachés à la société en tant que telle et au patron. Et je pense que voilà, aussi, la manière dont ça a grandi, ils ont fait très attention aux personnes qui recrutaient. Donc, il y a la même valeur chez chaque collaborateur. Souvent, quand tu es dans une entreprise, on sait que les collègues, c'est très important. Et quand tu as 1 ou 2 personnes avec qui ça s'entend un peu moins et que tu as un petit groupe, très vite, c'est plus compliqué. Et ici, en fait, on s'entend tous très bien, il y a toute la bonne ambiance, etc. Donc, en effet, il y a eu des gros changements et il a fallu s'adapter par rapport à la taille de l'entreprise, mais ça n'a pas posé problème grâce à tout ça, en fait. Ah, c'est ça. Et parlons un peu de ces grands changements. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette aventure ? Il y a eu plusieurs choses. Donc, c'est vrai que plus on grandissait, il y a le changement de lieu aussi, parce qu'on est passé d'un bureau où on était à 3 et à 4 avec Emma, qui est la seconde employée. On était vraiment à 4 dans une petite pièce. Et puis, on a été dans des plus grands bureaux. Puis après, maintenant, on se retrouve quand même ici et c'est quand même un gros changement par rapport au début. Donc, il y a tout ça. Il y a le fait que, on s'est retrouvé à changer de poste aussi. Comme la société grandissait très vite, Chris et Ben n'avaient plus la même disponibilité pour nous, ce qui est totalement logique. Ils doivent aussi s'occuper d'autres choses. Donc, en fait, c'est ça qui a beaucoup joué aussi, c'est qu'on s'est retrouvé à avoir des responsabilités qu'on n'aurait jamais eues dans d'autres entreprises. Et en fait, ils ont ce mindset de dire, nous, on fait confiance aux gens. Et du coup, ils nous donnent les responsabilités, ils nous donnent le libre arbitre. Et du coup, on peut vraiment apprendre grâce à ça. Et donc, je pense que ça joue beaucoup aussi. Mais du coup, il a fallu s'adapter sur ces points-là aussi. Et puis,
en effet, on se retrouve avec des projets aussi différents. Ce n'est pas les mêmes que quand on a commencé il y a 3 ans. Et donc tout ça, ça a dû nécessiter un peu d'adaptation. Mais ils sont toujours là pour nous écouter et essayer de s'adapter en fonction de ce qui bloque. Et donc voilà, je pense que ça a beaucoup joué. Alors si la réponse à ma prochaine question est non, on ne le dira pas à Christophe. D'accord. Tu t'y vois encore longtemps chez Nalios, toi? Oui, je pense que pour le moment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de nouveautés, etc., que ce n'est pas le job où tu te dis « Ah, en fait, je m'ennuie ». Et en fait, comme je disais, ils ont su adapter. Donc, il y a eu des moments où c'était plus compliqué pour nous, comme dans toutes les carrières. Et en fait, ils ont su nous écouter et adapter en fonction de ce qu'on disait. Donc, c'est un peu la force, c'est que je sais que si un jour je ne me sens pas bien ou un jour Nalios ne répond plus à mes attentes, que ce soit salarial ou juste bien-être, etc., je pourrais venir leur en parler. Et en fait, c'est ça qui fait qu'actuellement, je ne me vois pas travailler ailleurs. Eh bien, Camille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça, voilà. On embrasse Christophe qui verra ça en plein live. Et merci en tout cas, Camille. Merci. Je ne m'y attendais pas. Génial. Bon, est-ce que tout ce qui est dit est vrai? C'est vrai, c'est vrai. Merci Camille d'avoir dit la vérité. Merci pour ta confiance, Camille, en tout cas. Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'elle explique, bah oui, on était là dès le début et nos rôles, ils ont vachement évolué, ils ont vachement changé. C'est une façon aussi de préserver ses talents ou c'est à la fois une obligation naturelle aussi de dire ben là maintenant il faut que le rôle change. Comment est-ce que vous percevez les choses et comment est-ce que vous faites? Parce que objectivement, le turnover de Nalios, il est ultra faible, ce qui est rarement le cas dans des boîtes en croissance comme ça. C'est vrai. Je pense que le leadership est quelque chose qui se prend et pas quelque chose qui se donne. Et donc, c'est fondamental. Si elles n'avaient pas les compétences pour être là où elles sont aujourd'hui, donc Emma et Camille sont team leaders toutes les deux chez nous, hein, donc elles coachent un paquet de gens chez nous. Elles ont un leadership naturel où les gens vont naturellement chez elles parce qu'elles ont une vraie compétence et elles ont une vraie capacité d'écoute. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut donner à quelqu'un, ça. Et donc, le fait de donner un rôle de leader, ça ne marche pas aussi bien que si c'est la personne qui le prend. Et donc, naturellement, les choses se font. Et d'ailleurs, c'est valable pour n'importe quelle personne. Je crois que le leadership se prend vraiment. Et donc, si tu as envie de devenir un leader dans ton équipe, si tu as envie de prendre les choses en main, en fait, tu ne dois pas attendre qu'on te donne des responsabilités. Tu dois prendre ces responsabilités-là et elles l'ont fait vraiment de main de maître. Donc, elles méritent absolument la place où elles sont aujourd'hui, très clairement. On va revenir sur ce point de comment mais comment l'équipe a vécu la croissance. Mais je voudrais revenir quand même sur un point. Elles ont évoqué, enfin en tout cas Camille a évoqué, mais en discutant aussi avec Emma, c'est texto, sans concertation, c'est le même discours. Nos rôles ont vachement changé. Oui. Ouais, mais le vôtre aussi, à toi et à Ben, tout a changé pour vous. Tout a changé, ouais. C'est quoi, en quelques mots, le parcours ou la mutation de vos rôles à tous les deux? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que vous voyez déjà où est-ce qu'on en sera demain par rapport à ces rôles-là? Oui. Donc, en effet, notre rôle, il a drastiquement changé par rapport à quand on a commencé. Donc, il faut savoir que quand tu commences à deux, tu te dis, tout le monde va faire un peu tout. Tu vois, on était tous les deux consultants, on n'était pas du tout commerciaux à la base. Donc, on s'est dit, tiens, on va vendre tous les deux des projets, on va intégrer tous les deux des projets, suivre nos clients, etc. On va tous les deux faire un peu de dev à gauche, à droite pour combler les trous. Et quand tu démarres à deux, ça marche très bien parce que forcément, tu as deux ressources on avait plusieurs années de bouteille, on va dire. Hein. Donc, on a implémenté des solutions pendant un moment. Et puis, à un moment donné, quand tu fais rentrer d'autres personnes dans le système, tu dois leur apprendre aussi des choses. Tu dois aussi apprendre à déléguer. Et donc, un des premiers obstacles, ça a vraiment été de pouvoir déléguer. En fait, donc ça, je pense que c'est vraiment la première étape quand tu es entre 0 et 10, c'est tu commences à recruter tes premiers collaborateurs et puis il faut commencer à faire confiance. Et là, de nouveau, moi je pense que la confiance est quelque chose qui se donne par défaut et qui se reprend si ça ne va pas bien, plutôt que la confiance est quelque chose qui se mérite. Donc j'ai vraiment ce sentiment qu'il faut si tu engages quelqu'un, fais-lui confiance directement. Ça ne sert à rien de commencer à se dire qu'il mérite la confiance. Et donc, on a donné très tôt des responsabilités, mais malgré tout,
quand tu lances une boîte et que tu n'es pas sûr, etc., tu te dis quand même, OK, il faut que je contrôle un minimum. Donc ça a été un des points les plus difficiles, ça a été d'apprendre à déléguer. Et la deuxième chose, c'est qu'au bout d'un moment, ce modèle dans lequel les deux cofondateurs font la même chose devient un peu compliqué. C'est-à-dire que tu commences à avoir beaucoup de tâches différentes à faire. Et puis tu as aussi les collègues en interne, ils ne savent pas très bien vers qui se tourner. Tu vois, est-ce que je vais plutôt voir Chris, est-ce que je vais plutôt voir Ben? C'est pas très clair, quoi, du coup. Et donc, on a eu la chance dans notre aventure, donc ça c'était en 2022, si je ne dis pas de bêtises, 2023, pardon. Donc on a grandi, en fait, on est passé en 2021, on était 4, on était 14 fin 2022, et mi-2023, début 2023, on devait être 15-16. Et à ce moment-là, on fait une rencontre vraiment très particulière pour nous, puisqu'on a rencontré Geoffroy Moreau, donc le CEO d'Ecofin, qui a été mis en relation avec nous par le biais d'Alessandro, qui est le CFO de Doux, donc qui est une connaissance en commun. Et à l'époque, on avait cette croissance, mais on se partageait toujours tous les rôles avec Ben, et on sentait que ça commençait un peu à coincer, quoi. Et donc, cette rencontre-là est arrivée à point nommé parce qu'on s'est tout de suite super bien entendu avec Geoffroy d'un point de vue humain. Et on s'est tellement bien entendu qu'on a décidé de s'associer. Mais avant ça, il nous a donné des conseils stratégiques extrêmement précieux, quoi. Par exemple, le premier truc qu'il nous a dit, c'est les gars, vous devez absolument avoir des rôles séparés et splitter vos tâches. Et donc, typiquement, il a dit, Chris, prends le rôle du développement commercial et du marketing, prend le rôle de CEO. Ben, bien meilleur que moi au niveau des opérations, d'une patience incroyable, va s'occuper des opérations, du coaching des nouveaux, etc., quoi. Et quand on a mis ce truc-là en place, on l'a mis dès le lendemain en place parce qu'on s'est dit, mais oui, c'est évident qu'on doit faire ça. Ça a vraiment décuplé nos forces et ça nous a vraiment permis d'exploser. Sur 1 an et demi, on est passé à 35 personnes. Si on n'avait pas fait ça, je pense qu'on serait encore coincé aujourd'hui dans ce schéma-là, quoi. Donc, ça a vraiment été un game changer pour nous. On s'est tellement bien entendu avec Geoffroy qu'on a décidé de s'associer et de développer vraiment le concept Nalios à l'international, notamment avec un réseau de franchises. Donc, on est en train de lancer maintenant et qui est déjà lancé en réalité, puisqu'on a déjà une franchise en Flandre aujourd'hui. Et on va développer dans les années qui viennent vraiment ce réseau de manière complète pour avoir un réseau international étendu d'agences Nalios un peu partout, déjà en Europe et puis dans le monde. Et donc, on s'est associé avec Geoffroy aux environs de mi-2023, quelque chose dans ces eaux-là. Et depuis, ça se passe extrêmement bien, quoi. On a pu vraiment professionnaliser notre offre, rationaliser, faire en sorte d'avoir une stratégie de long terme aussi. Et donc, tu le mentionnais tout à l'heure, tiens, est-ce que vous savez déjà comment ça va se passer pour les années d'après? En fait, on a déjà préparé notre stratégie et notre croissance pour les 5 prochaines années. Donc, on sait quelles étapes on va devoir, donc quel chemin on va devoir prendre et par quelles étapes on va devoir passer pour atteindre nos objectifs. Je vais revenir sur l'aspect croissance à venir et j'entends en tout cas la croissance à l'international. En tout cas, ça semble être cette piste-là qui s'évoque. Ouais. Mais j'aimerais bien revenir sur… Tu disais donc à un moment donné, effectivement, ça coinçait dans les rôles parce que c'était pas très clair. Enfin, il fallait que les choses se décident et voilà. Au point de vue des relations humaines, quand on commence à genre 2 cofondateurs dans un petit bureau, etc., et qu'on commence à croître très vite, de 2 à 14 en 1 an et demi, enfin bon, voilà. Comment est-ce qu'on maintient des relations humaines entre cofondateurs vertueuses? Tu veux dire entre Ben et moi ou oui. De manière générale avec les collègues? Non, je dirais plutôt là vraiment entre Ben et toi. Ouais. Parce que je crois qu'on comprend facilement comment vous maintenez les relations humaines avec vos équipes. Ouais. Et je pense que le témoignage de Camille en dit vraiment très long. Mais finalement, c'est quand même un thème qu'on n'aborde pas très souvent. C'est les relations humaines entre cofondateurs face à des choses là plutôt positives. Je suppose qu'il y a eu des bas aussi. Mais évidemment, voilà, comment est-ce que vous faites face aux bonnes comme aux mauvaises nouvelles, en fait, au final? C'est un sujet super intéressant parce qu'en effet, il n'y a pas que des hauts dans une entreprise et clairement, il y a parfois des moments de doute ou des choses un peu plus compliquées. Il y a parfois des licenciements à devoir faire, il y a parfois des choix stratégiques pour lesquels on n'est pas d'accord. On a vraiment eu cette grande chance avec Ben. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est qu'on est extrêmement aligné sur les valeurs
Et donc, on partage les mêmes valeurs, la valeur du travail, la valeur du fait d'être proche des gens, de vouloir les aider. Je pense que c'est extrêmement important. Et on a aussi eu la chance d'avoir une communication entre nous où on se dit les choses de manière totalement brute. Et donc, on n'a pas peur de se froisser l'un l'autre sur la manière dont on communique. Et ça, c'est une vraie force de pouvoir se dire les choses, parce que je crois qu'une des choses qui détruit le plus les relations d'associés, c'est la rancœur qu'on peut avoir sans exprimer son opinion. Et parfois, et voilà, très très souvent, en fait, on pense que l'autre personne a dit quelque chose dans une certaine intention, et en fait, on se trompe complètement de ce que la personne pensait. Et donc, si on n'en discute pas, si on n'en parle pas en détail, c'est très difficile, en fait, de ne pas développer de rancœur. Et donc, on finit dans des situations un peu dramatiques, alors qu'il suffisait de discuter, quoi. Et ça, c'est une de nos plus grandes forces. Donc, on essaye de discuter le plus souvent possible et le plus longuement possible, de manière à rester aligné sur les mêmes valeurs. Et on n'est pas toujours d'accord sur tout, hein. On n'a pas non plus exactement les mêmes personnalités. Et donc, c'est important de coexister ensemble et de faire en sorte que ça fonctionne pour le mieux. L'objectif étant toujours Nalios, quoi, du coup. On essaie toujours de réfléchir dans l'intérêt de Nalios. Et ça, je pense que c'est une des grandes qualités de Ben. Et j'espère en tout cas que c'est une des miennes aussi, c'est qu'on ne voit pas les choses pour nous-mêmes, on le voit aussi pour le projet en tant que tel. Et donc, on est vraiment une équipe dans le même bateau. Et voilà, on doit avoir une loyauté l'un envers l'autre qui est indéfectible, même si parfois on n'est pas toujours d'accord. Parlons justement de potentielles divergences de point de vue, ou en tout cas de changements majeurs dans les façons de voir les choses. Pendant tout le début de Nalios, la baseline de Nalios, c'était « You're Odoo expert ». Il y avait partout, sur les voitures, sur les roll-ups, partout. « You're Odoo expert ». Mais aujourd'hui, vous changez quand même progressivement de message, alors sans laisser Odoo de côté, je suppose que tu vas en parler, mais en disant, mais non, en fait, on n'est pas expert Odoo, on est expert en digitalisation. Ouais, mais ça change tout, parce que là, tu ouvres complètement d'autres horizons. Ça veut dire que la vision de l'entreprise change quand même drastiquement, en tout cas s'élargit. C'est quoi le sens derrière tout ça? Comment est-ce que vous avez décidé ça? Pourquoi? Ouais. On est parti d'un constat, en fait, c'est que les entreprises, elles cherchent avant tout des partenaires pour les aider à se digitaliser. Et en fait, l'outil importe peu. Donc nous, on est des absolus convaincus d'Odoo. Et d'ailleurs, on fait du 100% Odoo. Donc clairement, quand on intègre un logiciel, on n'intègre que Odoo. Pourquoi? Parce qu'on pense que c'est la meilleure solution sur le marché, qui ne permet pas de répondre à toutes les problématiques. Et d'ailleurs, on dit parfois à certains clients, Odoo n'est pas fait pour vous, parce qu'ils ont des besoins beaucoup plus complexes ou qu'ils n'ont pas envie d'adhérer à cette philosophie, parce que je pense que l'outil est une philosophie en tant que telle. Mais par contre, c'est important de ne pas rester cantonné à l'outil et de donner du conseil sur le business et sur la digitalisation de manière générale. J'ai eu une discussion avec un client, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, où il venait de racheter une boîte et il voulait absolument la digitaliser. Et le premier conseil que je lui ai donné, c'est: est-ce que tu connais cette boîte, tu connais son métier? Il ne la connaissait pas, il venait de la racheter. Donc, il fallait le temps qu'il mette en place les choses. Et donc, mon premier conseil, ça a été de lui dire: ne digitalise surtout pas maintenant. Tu dois absolument reprendre les rênes de ton business avant de digitaliser. Et donc ça fait partie des conseils qu'on donne chez Nalios, parce que implémenter un logiciel, c'est bien, mais ce n'est pas que de la technique. Moi, je pense que fondamentalement, le conseil business et l'humain sont des composantes fondamentales de l'intégration d'un logiciel de gestion. Après, on ne fait que du Odoo, mais ça, c'est purement une question de choix stratégique, c'est parce qu'on est convaincu de l'outil. Et donc, mais en dehors de ça, en effet, on a un peu changé notre manière de communiquer, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas que de l'intégration Odoo, c'est aussi et avant tout un facteur humain et un facteur business qu'il faut prendre en compte. Avec ce changement de message, ce changement de communication, et puis tout ce qui est en train de vous arriver, Nalios, dans 3 ans, dans 5 ans, est-ce que tu le vois? Est-ce que, en fait, non? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que tu te laisses porter, ou est-ce que tu as une vision très très précise, avec Ben évidemment, de ce que sera Nalios dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que cette vision s'arrête à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans ou à l'année prochaine?
Oui, moi j'ai une vision jusqu'à 2030 en tout cas. Ok. J'aime bien réfléchir en tout cas sur un horizon de 5-6 ans, ça me paraît être vraiment pas mal. J'ai une vision dans laquelle on a des pôles d'expertise qui vont vraiment pouvoir aider notre réseau de franchisés à se développer. Et le groupe Nalios, je pense, d'ici 2030, devrait être entre 300 et 1000 personnes. Alors la fourchette est assez large, mais c'est difficile aussi de se calibrer par rapport à ça. L'objectif numéro 1, c'est d'être le partenaire numéro 1 dans le monde. Ça, c'est clair et net. C'est l'ambition. Et pour ça, on verra jusqu'où on arrive en termes de nombre de personnes. Ce n'est pas vraiment le nombre de personnes qui compte. C'est pour ça que je parle de 300 et 1000, parce qu'en fait, c'est très difficile à dire aujourd'hui. Mais en tout cas, on veut assez de monde dans la communauté Nalios pour dire qu'on est l'intégrateur numéro 1 dans le monde. Ça, c'est l'idée. Success story déjà, wallonne, Oui. parce que bon, né à Liège, Exact. développé à Namur. Oui. La Wallonie, alors pourquoi la Wallonie? Est-ce que c'est juste par défaut? Est-ce que pour toi, la Wallonie est terreau d'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on peut encore faire de mieux? Oui. C'est un vaste débat. Bien sûr. Bon, déjà, la première chose, c'est que je pense que en Wallonie, si tu te donnes les moyens de faire des choses, tu peux y arriver. Donc, typiquement, je pense à la promotion sociale. C'est quelque chose sur lequel je me suis appuyé quand j'étais plus jeune et qui m'a relativement bien aidé, en tout cas qui m'a permis de m'ouvrir des portes auxquelles j'aurais jamais imaginé pouvoir avoir accès avant de faire la promotion sociale. Et donc pour ça, forcément, il y a des outils qui existent et qui permettent aux gens qui partent de rien d'arriver à faire quelque chose. Donc ça, je trouve ça plutôt génial par rapport à ça. Après, je suis un peu plus mitigé par rapport à l'entrepreneuriat en tant que tel, parce que d'un point de vue taxation, par exemple, on voit des aberrations. Donc typiquement, on a un système de taxes qui est très très lourd en Belgique, et on a toute une série de subsides qui viennent compléter ces taxes. Si tu ne connais pas le système de subsides, et si tu n'es pas aidé par des experts dans le domaine, eh bien tu passes à côté. Et donc du coup, tu ne peux pas réduire autant ton impact fiscal que si tu avais ces conseils. Et donc, qui souffre de ça? Ce sont les petits entrepreneurs, généralement. Ce sont les gens qui se lancent parce qu'ils n'ont pas les ressources pour s'intéresser à ce système de subsides. Et donc, si on avait un système de taxes qui était moins lourd, sans subsides, mais moins élevé, de manière à pouvoir aider tout le monde sur un même pied d'égalité, quel que soit le niveau de renseignement qu'on prend au départ, je pense que ça aiderait pas mal. Oui, c'est mon message par rapport à ça. Et en parlant de message, donc on arrive tout doucement à la fin de notre entrevue. On a fait le point sur ton parcours, on a vu d'où tu venais, comment tu as construit chaque brique, pas toujours tout seul et heureusement. Ouais. On ne fait jamais rien tout seul. Ça, c'est un des points les plus importants qu'il faut absolument retenir, c'est que quoi qu'on fasse et quoi qu'on pense, si on pense qu'on est capable d'arriver à faire quelque chose seul, on se trompe complètement. On a toujours besoin des autres pour y arriver. Et c'est pour ça que c'est aussi important d'aider au plus possible les gens qui t'entourent, parce que tu vas finir par avoir un retour d'une manière ou d'une autre. Et c'est important de pouvoir compter les uns sur les autres pour pouvoir avancer. J'allais justement te poser comme question, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui souhaite entreprendre ou qui entreprend déjà et qui veut croître en regard de ton parcours, de ce que vous avez accompli tous ensemble? Quel message est-ce qu'on peut leur donner? Je pense qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur à un moment donné de se dire « Ok, je prends mon courage à deux mains et je me lance ». Dans le pire des cas, si ça ne marche pas, il y a toujours moyen de revenir en arrière, d'une manière ou d'une autre. Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir partagé avec nous sans filtre ton parcours. C'était super intéressant. Tu fais partie de ces belles success stories qu'on veut mettre en avant et purement wallonne ici au Cercle de Wallonie. Donc, merci encore de nous avoir consacré de ton temps. Nous, on vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast que vous connaissez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être averti des prochains épisodes qui arrivent. Et puis, si vous êtes membre du Cercle de Wallonie et que vous souhaitez partager votre parcours avec nous comme Christophe, eh bien, faites-le nous savoir à info@cercledewallonie.com et nous, on se fera un plaisir de vous recevoir ici à Namur, au studio Ecolis. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao Christophe. Merci Jonas.